Alors, Madame Juste donne pouvoir à Monsieur Géraudy. Madame Ogas-Sicard à moi-même, Madame Boucher à Monsieur Larcher, Monsieur Compin à Monsieur Roux, Monsieur Jacques Roux à Monsieur Chassin, Madame Maury à Madame Villard, Monsieur Léonie à Monsieur Lage-Damon, Madame Zaïter à Monsieur Jalbi, Monsieur Ochobi à Madame Zianibé, Madame Julia à Monsieur Parnex, Monsieur Bienvenu à Monsieur Lomberti, Madame Najim à Monsieur Fatimi, Monsieur Bonnet à Monsieur Janico qui arrive, et Monsieur Ré à Madame Rosette. Madame Boulesté donne également pouvoir à Monsieur Toulza. Et Toulza n'est pas là. Donc, Gilles, il est là, Gilles? Il est là-haut, regarde. Ça va, le cheville? Le footballeur, tu peux. Super. Il convient de désigner un secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Madame Rabeteau. Tout le monde est d'accord? Félicitations, Émilie. L'ordre du jour nous amène à approuver le procès-verbal du Conseil communautaire qui s'est tenu le 29 septembre 2023 et qui vous a été adressé avec les convocations. Avez-vous des remarques ou des observations à formuler à ce sujet? Pas de remarques? Très bien. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Le procès-verbal est donc adopté. Nous allons procéder à la présentation et au vote des différentes délibérations. Concernant celles qui font l'objet d'un vote groupé, vous pourrez tout à fait demander le dégroupement de ce dernier qui vous sera de fait accordé. À l'occasion du dernier Conseil communautaire, une délibération vous avait été présentée sur le thème des territoires de vigilance. Elle a donné lieu à de nombreux débats, puis elle a été soumise à l'approbation de l'Assemblée à 2 reprises en raison de conditions de vote complexes et inhabituelles. Et je m'en excuse. L'ambiance était un peu trop détendue. Cette délibération a été annoncée adoptée lors de la séance du Conseil communautaire. Néanmoins, après vérification, il s'avère que 3 élus, dont l'un était porteur d'une délégation de vote, ont été comptabilisés parmi les suffrages exprimés alors qu'ils avaient en réalité quitté la salle. Cette erreur constatée après la clôture de la séance est de nature à modifier le sens du vote. Aussi, cette délibération ne saurait valablement être considérée comme adoptée et n'a donc pas été transmise au contrôle de légalité. Ce sujet a donc été inscrit de nouveau à l'ordre du jour du Conseil. Et je vais vous rapporter donc la nouvelle délib sur les territoires de vigilance qui a fait l'objet d'une rédaction quelque peu différente, de façon à ce qu'elle soit la plus neutre et la plus compréhensible possible. Autorisation pour sollicitation de financement. La loi Climat et Résilience de 2021 a imposé à Limoges Métropole de mettre en place une zone à faible émission, mobilité ZFEM, requalifiée depuis territoire de vigilance, d'ici début 2025. L'objectif consiste à réduire les concentrations de polluants et à améliorer la qualité de l'air pour une meilleure qualité de vie des habitants du territoire. À ce titre, nous ne pouvons que regretter que les travaux de la RN 520 aient été largement différés, avec pour impact la dégradation des conditions de circulation et donc l'augmentation de gaz à effet de serre et de particules fines sur cet axe. Afin d'alimenter, en analyse approfondie, faits et chiffres et pistes de réflexion, une décision éclairée, une étude réglementaire obligatoire doit être menée par Limoges Métropole. Pour cela, l'État a indiqué que toutes les études réalisées dans ce cadre étaient éligibles au fonds vert jusqu'à 75%. En aucun cas, et quelles qu'en soient les conclusions, cette étude ne saurait être contraignante ou destinée à anticiper toute obligation légale en la matière. Néanmoins, son caractère obligatoire demeure. C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir bénéficier de ces subventions et de tout autre financement possible, considérant que l'État demande une délibération autorisant le président ou son représentant à solliciter et percevoir les subventions, il vous est demandé, d'une part, de m'autoriser à solliciter toute aide financière disponible actuellement ou à venir, notamment le fonds vert, et d'imputer les recettes et les dépenses sur les lignes budgétaires prévues à cet effet au budget principal de Limoges Métropole. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Monsieur le directeur général des services, dorénavant, j'écrirai moi-même les délibérations. Pascal, on y va? Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que les délibérations que je vais vous présenter, je suis bien conscient qu'elles le sont sous la forme la plus minime, notamment au regard de ce que j'ai présenté en bureau et en commission. Il va de soi que je serai à votre service si vous aviez besoin d'éclaircissements. La première délibération concerne le débat d'orientation budgétaire pour 2024. Le rapport d'orientation budgétaire constitue un cadrage du budget principal et des budgets annexes de l'exercice 2024 pour la communauté urbaine. Limoges Métropole doit concilier la volonté de mener à bien son projet de territoire avec la fluctuation de ses ressources, liées notamment
à la suppression de la taxe d'habitation et à son remplacement par une partie de la TVA, ainsi que la CPAE. Avec l'affectation donc de ces ressources, le retour d'une inflation durable, ça vous le savez, et des taux d'intérêt qui ont fortement augmenté. Il vous est demandé de prendre acte du déroulement de ce débat 2024 prévu par l'article, etc., du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Bernard. Oui, deux demandes de précision peut-être sur les pistes d'économie et les priorités du projet de territoire. Parce qu'on nous indique un certain nombre de pistes, justement, dans le texte qui nous est soumis, c'est la page 16, je l'ai sous les yeux, sur les assurances qui vont être repensées. Alors c'est vrai que les assurances... Je parle trop près ou trop... Pas assez près, d'accord, ok, voilà. Je vais articuler, je vais essayer. Oui, sur les pistes d'économie, vous parlez du problème des assurances. Alors effectivement, nous on l'a vu à Limoges, les assurances, le prix qui était proposé, il était multiplié par 4 par rapport à l'an dernier. Donc voilà, c'est un réel problème. Donc qu'est-ce que vous entendez par les prestations et les repensées? Ça signifie quoi? C'est la première question. Je ne sais pas si vous y répondez tout de suite. Je pose les deux autres questions derrière. Je les pose tout de suite si vous voulez, d'accord. Ok, sur les priorités, plus de personnel pour les accessoires de voirie. On a eu un débat lors d'une précédente commission. Donc, les accessoires de voirie, bon, tout le monde sait ce que c'est maintenant. Vous dites, on pourrait peut-être embaucher du personnel pour l'entretien de ces accessoires de voirie, mais vous le mettez un peu au conditionnel. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez éventuellement externaliser cette mission ? Et la troisième question, c'est la troisième interrogation, ça concerne la participation à l'aéroport qui sera renforcée. Donc on n'a jamais trop eu de débat nous en commission sur ces questions, enfin sur ces questions-là dans les commissions dans lesquelles je siège en tout cas. Ça veut dire quoi participation renforcée pour l'aéroport? Voilà. Oui, M. Bernard. Alors pour la première question, sur les assurances, on s'en sort. Et là, je remercie sincèrement les services, parce qu'on s'en sort plutôt très bien dans les contrats qu'on est en train de négocier avec le montant des primes qui nous sont opposées par une des rares compagnies qui accepte de nous faire une proposition, parce qu'il y a de moins en moins de compagnies d'assurance susceptibles d'assurer les collectivités, notamment depuis les émeutes urbaines. J'étais d'ailleurs moi-même un peu trop optimiste parce que j'avais dit au service sur tel ou tel point on va essayer de négocier. J'ai interrogé quelques collègues de droite et de gauche élus d'agglomération qui sont beaucoup moins bien traités que nous. Donc on ne va pas prendre le risque de braquer la compagnie qui sort en tête de la consultation et on va contractualiser avec eux. On s'en sort plutôt très bien par rapport à d'autres structures de même strate. Donc voilà. Sur les accessoires de voirie, on en a parlé. Il y a deux options, où on embauche du personnel ou on externalise. Les premiers résultats d'analyse faits par les services démontrent qu'on aurait tout intérêt, Sylvain, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais à recruter plutôt que d'externaliser, parce que ça coûterait très cher, semble-t-il, de passer sur des prestations privées. Sur la troisième question, c'était l'aéroport. Sur l'aéroport, je l'ai dit à multiples reprises, moi j'ai un vrai sujet avec l'aéroport. L'outil ne marche pas. Enfin, l'outil marche pas. L'outil marche très bien sur le plan financier, puisqu'il y a des destinations qui sont extrêmement rentables, notamment les destinations vers l'Angleterre et plus largement aussi vers le Maroc et des destinations internationales. En revanche, le fonctionnement de l'outil sur les lignes intérieures est une catastrophe. On avait deux OSP dont on a collectivement pensé qu'elles étaient facilitatrices de levée de fonds publics à l'époque où le ministre Djebari était en poste. On avait eu une subvention de l'État pour le Limoges-Paris et sur le Limoges-Lyon. La réalité, c'est que le cahier des charges de ces OSP est extrêmement drastique. Comme à chaque fois que l'État est dans un tour de table, ça complexifie les procédures. Je vais le dire très clairement, c'est enregistré, mais ce n'est pas très grave. Sur les OSP dans ce pays, vous avez 3 compagnies qui répondent. Il est intéressant de regarder comment sont réparties les attributions de ces OSP et qui va où. Et en fait, on assiste à un marché de dupes. Ils se mettent d'accord entre eux.
il pressure les collectivités territoriales au maximum, et l'argent qui était demandé par les compagnies qui postulaient à ces deux OSP, c'était du racket, c'était un chantage colossal. Donc le choix qui a été fait par la direction du SMALB, où Fabien me représente souvent, où Jean-Claude Lebois assiste et où beaucoup d'élus régionaux sont présents, c'était de dire sur Lyon on maintient, parce que ça reste un hub européen, enfin c'est de moins en moins le cas d'ailleurs, ça restait jusque-là un hub européen où on voulait garder une connexion, mais sur Paris on ne peut pas accepter de mettre des millions d'euros dans une ligne où il y a 5 personnes dans l'avion. Voilà. Donc si vous voulez, là-dessus, on a fait le choix de ne pas répondre à l'OSP de Paris, en revanche, ne pas être sur la carte du code-share Air France comme destination Limoges vers Paris, ça c'est une catastrophe pour le rayonnement du territoire. Et donc on est en train d'étudier d'autres pistes pour pouvoir avoir un avion qui connecterait Limoges à la capitale, pas forcément tous les jours sous les fourches codines d'une OSP, mais d'avoir un service au moins pour les entrepreneurs de ce territoire sur les jours ouvrés de semaine. Donc pour ça il faut qu'on revoie un certain nombre de choses. Et pourquoi vous parlez de l'aéroport et d'augmentation de notre participation à l'aéroport? Tout simplement parce qu'Alain Rousset était resté à 49% dans la participation financière du SMALB, à l'époque à la demande de Gérard Vandenbroek et de moi-même, ce qui fait de l'aéroport de Limoges une exception régionale. Le président Rousset est présent dans les autres aéroports régionaux entre 15 et 25%. Le choix qu'il avait opéré de rester à Limoges à une hauteur beaucoup plus forte était lié à la demande qu'on avait formulée avec Gérard Vandenbroek. Il souhaite se désengager, très clairement. Nous, on souhaite prendre la main sur la gestion politique de l'outil, parce que nous considérons, avec un certain nombre de personnes, qu'il y a aussi des destinations estivales qui pourraient être opérées, qui ne le sont pas, parce que je ne suis pas persuadé que la textostructure depuis Bordeaux est la plus adaptée pour gérer un outil aérien se situant en province, en tout cas à 250 km de la capitale bordelaise. Donc on envisage de prendre davantage de part, et donc il y a des discussions politiques, mais on n'en a pas parlé pour le moment parce qu'elles ne sont pas abouties. Il y a des discussions politiques entre le président de région, le président du département et moi-même pour savoir quelle ventilation et quelle clé de répartition pourrait être faite à l'intérieur du SMALB, parce que ce n'est pas un système de part, c'est un système de participation financière à l'outil, etc. Donc on est en pleine réflexion sur à la fois des sujets de ligne intérieure, des sujets de desserte nouvelles éventuelles, et tout simplement sur la gouvernance de l'outil. Donc quand les choses auront avancé avec les élus concernés, on vous en reparlera. Voilà. Oui, M. Miguel. Monsieur le Président, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Pascal Robert, donc le président de la Commission Finances, ainsi que les membres des services qui, à chaque commission, sont très pédagogues et nous apportent beaucoup d'informations sur les orientations budgétaires. Et vraiment, je pense que c'est important et c'est tellement agréable. Le budget, c'est l'outil de la mise en place du projet de territoire, pour lequel nous sommes quelques-uns à nous être abstenus lors de son adoption. Un des sujets primordiaux de ce projet sont les mobilités, et en premier lieu les transports qui vont organiser en fait l'avenir de notre communauté urbaine. Alors je ne parlerai pas du BHNS, et encore une fois je tiens à remercier Gilles Bégou pour le travail qui a été le sien et la proximité qu'il a pu entretenir avec les services, parce que je pense qu'il est important d'avoir ce travail entre les élus et les services qui ça nous permet de porter des éléments de politique généraux, et ça c'est vraiment très important. Mais surtout ce dont je voudrais parler, c'est le volontariat et une mesure volontariste qui me semble pourrait changer le quotidien des usagers sur le plan environnemental comme sur le plan social. Et je veux parler, et ça ne vous étonnera pas, de la gratuité des transports. Vous allez me dire que rien n'est gratuit, que tout a un coût, mais la grandeur de la politique, c'est d'apporter du changement, de trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui et encore mieux d'anticiper les problèmes de demain. Bien sûr, je sais que cela va impacter le versement mobilité, qui pourrait passer d'un 68, qui va peut-être porté à un 8 et qui pourrait tout à fait aller vers les 2 dans le cadre d'une négociation gagnant-gagnant avec les entreprises de plus de 11 personnes. Alors cette mesure pourrait être expérimentée le week-end, pendant les vacances scolaires. Elle a été adoptée par une quarantaine de collectivités déjà. Elle vise à inciter les habitants à utiliser les transports en commun. Cela renforce l'attractivité des centres-villes et donc soutient l'activité économique des commerçants. Cela apaise la ville, dégage du pouvoir d'achat pour tous ceux qui sont déjà impactés par l'inflation, le prix de l'essence ou la hausse des impôts. Et enfin, cela améliore la qualité de l'air, cela réduit les pollutions et l'empreinte carbone. Donc je
Je pense qu'une étude de faisabilité pourrait être réalisée car cette mesure est sociale et écologiste, elle est importante et c'est une vraie action volontariste pour l'avenir de notre territoire. Merci. Oui, M. Miguel, je vous fais la même réponse que ce que je vous ai déjà fait. C'est une mesure qui se débattrait politiquement si nous n'avions pas à mener de front la construction d'un BHNS à près de 200 millions d'euros, une phase 3 d'un déploiement de réseau de transport, l'achat de nouveaux bus électriques et hydrogène pour verdir la flotte. En fait, au-delà du fait du débat politique qu'il pourrait y avoir sur la notion même de gratuité, elle est tout simplement incompatible dans ce laps de temps-là. On ne peut pas d'un côté, c'est impossible, sauf moi ce que je vous invite, on va faire un truc simple, M. Miguel, je ne vais pas faire d'études de faisabilité. Vous souhaitez faire ça, je prends la balle au bon, faites-moi un contre-budget transport pour le premier trimestre 2024 ou la fin du premier semestre. Faites-moi un contre-budget transport qui à la fois valide le BHNS, valide les 5 bus hydrogène prévus, décarbone notre flotte à 100% électrique comme on s'y est engagé en 2030, et en même temps, faites-moi la gratuité des transports dans le même laps de temps. Si vous y arrivez, sans couler financièrement l'agglomération, je vous fais ma lettre de démission et je m'en vais. Ça vous va? Sans endetter l'agglomération pendant 50 ans. Hein. Ce que vous dites est impossible en menant de front un projet à 200 millions. Quand dans 15 ans, on aura payé le BHNS, on aura décarboné notre flotte, et qu'on aura un budget de transport à l'équilibre, et qu'on aura payé les emprunts qui sont les nôtres, en l'espèce, on pourra s'interroger sur la gratuité. Mais actuellement, M. Miguel, mener la gratuité avec un projet à 200 millions, avec la décarbonation de la flotte, c'est-à-dire le renouvellement de bus. Un bus hydrogène neuf, c'est 1 million d'euros. 1 million. Un bus hydrogène rétrofité qui passe d'une carburation thermique à une carburation hydro, c'est 350 à 400 000. Pour l'instant, les entreprises qui sont en train de travailler à ce rétrofitage sont en passe, je les ai rencontrés au Salon des maires hier, d'avoir les agréments. Mais elles ne les ont pas toujours. En tout cas, elles ne les ont pas pour les bus que nous avons ici. Elles les ont pour un autre modèle de bus, Iveco pareil. Elles viennent de les avoir. Mais ça reste quand même 400 000 par véhicule. Les bus électriques vont progressivement remplacer nos vieux bus thermiques en centre-ville. On ne peut pas tout faire. On peut pas. Je vous sais attaché à la qualité de l'air, aux mobilités douces, à la durabilité auquel on est tous attachés, M. Miguel. Mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas mener de front une gratuité, un projet à 200 millions et décarboner notre flotte de transport. C'est tout simplement pas viable économiquement, sauf à endetter de manière massive l'agglomération et fondre notre épargne nette, emprunter massivement avec des taux d'emprunt qui ont été presque multipliés par 2, pour ne pas dire 2,5 depuis quelques mois. C'est une mesure, au-delà du débat qu'on pourrait avoir sur son bien fondé, mais c'est une mesure qui est inapplicable dans ce laps de temps et de manière simultanée. Après, je ne vous dis pas que dans 15 ans, la question ne peut pas se poser. Vous faites référence à quelqu'un que je connais bien. Vous faites référence à ce qu'a fait Bianchi à Clermont. Avec Olivier, on a déjeuné ensemble il n'y a pas très longtemps. Comme quoi, vous voyez, je ne suis pas sectaire, je déjeune même avec des opposants politiques. On a discuté longuement et on a parlé de transport en commun. Ce qu'il fait à Clermont, il peut le faire parce qu'il a parachevé son tram. Mais il a aussi très fortement endetté l'agglomération clermontoise. Ce n'est pas le choix que nous faisons ici. Après, dans 15 ans, ceux qui seront là, et une fois que les comptes seront à l'équilibre, ils feront bien ce qu'ils veulent. Mais je vous invite aussi à vous rapprocher de ceux, et je parle sous le contrôle à la fois de Gilles et de Jean-Marie Lage-Damont, Gilles Bégou et de Jean-Marie Lage-Damont, vous rapprochez des agents de la TCL, ils sont quand même nombreux. Si vous m'en trouvez, allez, 25, combien ils sont à la TCL ? 360. Ben, si vous m'en trouvez 25 qui, sur une feuille, me signent le fait qu'ils trouvent la gratuité formidable, vous me les amenez, je veux bien les rencontrer. Ils sont contre la gratuité. Ben, c'est pas un argument. Mais attendez, Monsieur Bernard, 2 minutes. C'est moi qui ai la parole, là, pour l'instant. Je vous la demanderai tout à l'heure. C'est pas un argument. Le confort au travail, vous êtes de gauche. Vous défendez les valeurs humaines et sociales, théoriquement. La qualité de vie au travail, elle est essentielle. Il n'y a pas un chauffeur qui veut de la gratuité.
parce qu'ils considèrent que ça dégrade les conditions de travail, que le matériel est moins bien entretenu. Ils disent tous la même chose. Je vous le redis. Faites-moi un contre-budget qui n'endette pas la collectivité massivement. Je suis prêt à le prendre, à le regarder, à l'étudier avec même un cabinet conseil. Et puis, trouvez-moi 25 sur 370, j'ai pas dit la moitié, 25 personnes à la TCL qui me disent « Guérin, on veut de la gratuité dans le réseau qu'on utilise tous les jours et dans lequel on travaille toute la journée. Si vous me trouvez ça, je veux bien discuter. » Mais ce n'est pas le cas, vous le savez très bien. Donc, ce n'est pas faisable de manière simultanée, sauf à obérer très, très, très durement nos finances, et ce n'est pas souhaité par les personnels du transport. D'autres remarques? Oui, Madame Yildirim. Moi, je voudrais revenir au débat d'orientation budgétaire et je voudrais donc remercier aussi Pascal Robert pour la pédagogie et la présentation qu'il nous a faite lors de la commission traitant des débats d'orientation budgétaire. Alors, quand on regarde ces différentes orientations, on se rend compte véritablement de la difficulté aujourd'hui, quelle que soit la collectivité, même si on est un EPCI, d'élaborer un budget avec toutes les contraintes qui pèsent sur les collectivités. Et ce que l'on constate, et ça génère encore plus d'incertitude par rapport à l'an dernier, c'est qu'on a notamment la croissance qui, en 2024, va se ralentir. On a bénéficié de l'après-Covid, d'une croissance qui était plutôt forte, ce qui a eu des incidences financières positives pour notamment Limoges Métropole. Aujourd'hui, on va avoir une croissance qui est en berne, des dépenses bien sûr qui augmentent, et surtout en face des réponses de la part de l'État qui ne sont pas à la hauteur. Donc vous étiez au Congrès des maires, vous avez certainement écouté les différentes réactions et propositions du président de l'AMF. Oui, j'ai coécrit la résolution. Alors, écoutez, si vous avez on a commencé à 7h hier matin. La résolution, c'est d'autant mieux. Simplement, moi je trouve que l'attitude du gouvernement face aux collectivités locales est inacceptable. L'absence de réponse, le fait que la DGF reste désindexée par rapport à l'inflation, et inévitablement, même notre collectivité va perdre en DGF en valeur absolue. Donc moi, je trouve que dans ce contexte-là, il est extrêmement difficile d'élaborer un budget et d'avoir des perspectives en termes d'investissement. Donc là, vous avez des priorités, mais aujourd'hui, la règle qui gouverne l'élaboration des budgets de collectivité, c'est plutôt la question de la prudence, dans la mesure où on n'a aucune visibilité, et surtout, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on ne peut pas utiliser le levier fiscal avec excès, parce que nos concitoyens en ont ras-le-bol aussi des impôts. Merci Madame. La presse pourra noter que cette fois-ci, nous sommes totalement en phase, parce que c'est exactement ce que je viens de raconter à la presse, pas plus tard qu'il y a 1 heure. D'autres remarques? Oui, Madame Leblanc. Oui, alors c'est un peu décalé, parce que moi je voulais revenir sur le problème des transports, là, et je crois que dans l'intervention de M. Miguel, il y avait aussi surtout l'idée d'inciter nos concitoyens à prendre un peu les transports en instaurant des mesures exceptionnelles de gratuité sur un week-end, par exemple, ce qui aurait, on n'est pas dans la gratuité totale, donc c'est pas du tout de ce dont vous parliez, M. Guérin, mais l'idée, c'est aussi d'amener les gens à constater que ça peut être bien de prendre le bus, même s'il est encore, les transports, même si c'est encore payant. Et donc peut-être les inciter à le prendre à d'autres moments que les week-ends, même si à ce moment-là, ils doivent payer. Donc c'est le côté un peu pédagogique, vous l'aurez compris. D'ailleurs, je ne sais pas si monsieur le maire de Limoges vous l'a dit, mais certains conseillers de quartier ont proposé au maire de Limoges de transmettre la demande de gratuité, par exemple, sur les week-ends de décembre, qui seront des week-ends où les gens vont vouloir faire des achats. Voilà, c'est à titre expérimental, c'est essayer d'amener les gens à découvrir, pour ceux qui ne font pas les transports. C'est sur ce point-là qu'il serait intéressant de dire oui ou non, mais pas sur la gratuité totale tout de suite. Non, mais c'est une démarche louable.
Je vous dis, la difficulté, c'est l'impact financier que ça a sur les finances, surtout quand on mène, je ne vais pas me répéter, mais quand on mène de front un BHNS, un phasage des transports, etc. Moi, je pense, si vous voulez, la lecture que j'en ai, elle n'est pas tout à fait la même. C'est que je pense qu'il faut faire ce BHNS. Enfin, il faut d'abord phaser notre réseau de transport, aller jusqu'au bout du phasage, parce qu'on est en train de desservir davantage de localisations qu'on en desservait jusque-là, parachever ce BHNS, et une fois qu'on aura un réseau optimum et efficace, là, on fera en sorte d'essayer d'amener des gens à monter en bus. Monsieur Eldid. Mes chers collègues, je vois qu'après 2 interventions, Guillaume Guérin est presque d'accord avec les deux précédents collègues, donc peut-être que la troisième sera à le convaincre. Non, mais l'idée, autant d'un côté que de l'autre, on parle d'un sujet qui peut être intéressant pour les habitants. Et je suppose que si on était en capacité d'apporter la gratuité à l'ensemble de nos habitants, autant de droite comme de gauche, on le ferait. Mais on parle souvent de grandes idées sans les chiffrer, aussi bien d'un côté que de l'autre. Je ne dis pas que c'est que de votre côté, Monsieur le Président. Mais est-ce qu'on pourrait, pour le week-end, justement, sur peut-être des phases, sur une phase de test, savoir combien les services de l'agglo pourraient, je pense, nous le chiffrer. Je ne parle pas des scolaires où effectivement il y a beaucoup de passages, de chiffrer combien ça coûte pour la gratuité des transports uniquement le week-end. Mais c'est très facile à vous donner les chiffres, Monsieur Lachdamon. Oui, Monsieur le Président, vous nous avez sollicité récemment justement pour cette étude chiffrée qui est en cours de réalisation, on vous la fera connaître bien évidemment. Mais il y a déjà une chose, la première chose qui revient, c'est les gens qui ont des titres abonnements aujourd'hui. Si on passait éventuellement à la gratuité le week-end, il faudrait défalquer d'autant leur abonnement, bien évidemment. C'est les premières mesures et les premières demandes qui sont apparues. Après, le chiffrage, on peut le faire, et on va le faire à la demande donc, du président qui nous a transmis cette demande récemment. Donc on va le chiffrer sans aucune difficulté. On avait déjà dans les tiroirs ces chiffres-là, on va les réactualiser, ça sera assez rapide. Oui, Monsieur Doucet. Merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas faire de mauvais augure, mais juste rappeler quand même qu'un budget, c'est des recettes et des dépenses. Si vous réduisez les recettes, déjà qu'on a du mal à équilibrer et qu'on équilibre par une subvention d'équilibre à un moment donné, si on réduit les recettes, il faut juste trouver la solution pour ne pas plomber la subvention d'équilibre. Donc moi, je veux bien qu'on dise la gratuité à l'époque, je sais pas, c'est 5-6 millions, je pense, de recettes, 6 millions par an. 6 millions par an, je fais un calcul simple, Sur 10 ans, ça fait 60 millions. Sur 40 ans, ça fait 240 millions. Ça veut dire qu'en 40 ans, on aura payé de BHNS avec le manque à gagner sur les recettes. C'est très factuel et très comptable, mais c'est des chiffres. Donc, moi, la gratuité, je veux bien l'entendre, mais qu'est-ce qu'on met en face pour équilibrer nos budgets, parce qu'à un moment donné, il n'y a que l'État qui a le droit d'être en déficit. Nous, on n'est pas encore autorisé. Enfin, sauf que si j'ai raté quelque chose cette semaine, quoi. Monsieur Bégou. Oui, je rejoins un petit peu la problématique qui vient d'être évoquée. La gratuité, c'est une belle idée, je crois qu'il faut le dire. C'est vrai que si on pouvait, en effet, rendre les transports immédiatement gratuits, ça serait tant mieux. La problématique, on en a parlé déjà en commission, c'est qu'il y a des communes qui sont passées à la gratuité complète et qui aujourd'hui sont incapables de remettre à plat leur transport. Il y a même une perte d'ailleurs de passagers parce que ça dégrade aujourd'hui le service transport. Donc si ça dégrade, il y a moins de personnel, il y a moins de personnes, il y a moins d'usagers. Je pense qu'aujourd'hui, on a une CSP, l'équivalent de DSP, mais on appelle ça maintenant une CSP qui est lancée. Et dans le cahier des charges de CSP, il y a l'obligation de celui qui remportera ce marché de proposer comment justement des idées nouvelles pour essayer justement que les gens utilisent les transports en commun. Parce que je pense que si on ne voit pas évoluer les transports en commun aujourd'hui, il y a plusieurs raisons. Il y a certainement que les lignes, et c'est le but de la remise à plat, on est à la 3e phase
À partir de janvier, elle sera complètement développée, des transports en commun qui va amener certainement plus d'usagers. Mais il y a aussi certainement des problématiques peut-être qu'on n'aborde pas, comme étant les problématiques de communication, problématiques d'horaire. On a certainement une mise à plat. Et on a dans la CSP justement cette obligation de l'entreprise qui remportera le marché de nous faire des propositions et d'être plus dynamique peut-être que ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Mais je pense qu'à partir du moment où vous avez un service de qualité, les gens vont aller vers ce service. Et c'est pour ça que si on pourrait dire, finalement, le BHNS, on laisse tomber, et tout cet argent-là, on va le mettre en gratuité. Sauf qu'on n'aura pas forcément une augmentation d'usagers. Merci, Gilles. D'autres remarques? Oui, M. Miguel. Monsieur le Président, mes chers collègues, simplement, je crois qu'il faut voir les choses dans leur globalité. Et il y a beaucoup de métropoles qui arrivent à le faire et qui le font très bien. La gratuité, elle n'est pas totale, puisqu'en fait, si on arrive à développer la gratuité des transports pour les habitants de l'agglo, on peut développer, libérer la ville de la voiture, on peut attirer des touristes, on peut attirer des gens hors agglo. Et par exemple, à Montpellier, 60% en fait est effectivement payé par la métropole, mais 40% restants sont payés par le tourisme. Alors, il faut développer le tourisme. C'est aussi un outil d'attractivité. Vous avez mangé avec le maire de Clermont-Ferrand. Il a dû vous dire qu'il escomptait 1,5 million de plus de personnes qui viennent en centre-ville, donc qui font marcher les commerces du centre-ville. Je crois qu'aussi, c'est un impact économique important. Il ne faut pas éluder les choses comme ça. Je pense qu'il y a vraiment une étude qui doit être faite sur le sujet. Et si ça marche dans des grandes villes, à Clermont-Ferrand, ils le font. Ils n'ont même pas augmenté les impôts, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc je pense qu'il y a des possibilités de le faire. Et c'est pas parce que on pense que la situation est contrainte qu'on ne doit pas le faire. Je pense que c'est un beau projet. Je pense qu'il faut des utopies, qu'il faut des idéaux, qu'il faut porter ce qui va permettre un meilleur mieux-être environnemental et puis surtout qui va aider les personnes qui ont des difficultés financières au quotidien. Ça va renforcer leur pouvoir d'achat. Et je crois que de temps en temps, le courage politique, c'est aussi de faire des choses qui sont pas totalement, qui ne paraissent pas comptablement respectables, mais qui sont humainement essentielles. C'est beau, philosophiquement. Oui, vas-y. J'écoute avec beaucoup de plaisir les uns et les autres parler des villes qui sont nos voisines ou qu'on connaît un peu. Ben oui, quand on n'augmente pas les impôts, quand on a un taux de prélèvement à 59%, on peut ne pas les augmenter. Tout le monde parle de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand a des difficultés avec son BHNS à l'heure actuelle et ce n'est pas tout à fait si simple que ça, avec tout le respect que je porte à Bianchi, qui est un collègue particulièrement agréable. Quand on réfléchit un peu, il y a des villes qui ont fait le choix, une fois l'amortissement de leur infrastructure abouti, de tester la gratuité. Un certain nombre de villes ont fait ce choix-là. Nous n'avons pas fait le choix de transformer notre offre de transport public pendant les 20 ou 25 ans où toutes les autres communautés, ou en tout cas la majorité, les ont transformés. Donc nous ne discutons pas aujourd'hui de la même manière au moment de l'investissement massif de ce que peuvent discuter nos collègues après l'amortissement des structures. Donc c'est une première réalité. Il y a une deuxième réalité majeure, c'est que nous avions fait un choix, et nous avons fait un choix tous ensemble, quelles que soient les tendances politiques ou politiciennes de chacun d'entre nous, sur un projet de territoire. Le projet de territoire mettait l'accent sur le développement économique comme lieu d'articulation de la production de richesses pour investir les richesses sur le territoire. Et quand on dit sur le territoire, c'est sur toutes les communes. Donc aujourd'hui, il faudra faire un choix. La gratuité, si c'est entre 6 et 10 millions, voire 20 millions d'euros, c'est est-ce qu'on refait la coupole et est-ce qu'on refait la technopole pour diminuer les coûts de fonctionnement et la remettre à jour en termes de fonctionnement, pour continuer à développer l'économie, ou est-ce qu'on laisse tomber cet investissement? Ou est-ce qu'on laisse tomber les investissements
sur le bâtiment, laser, etc. Donc, il y a un troisième point que je voudrais vous donner dans vos réflexions, c'est que quelle que soit la façon dont on fait un budget, aujourd'hui, si on fait 50 millions d'emprunts, il faudra prendre les charges des emprunts à 4%, grosso modo. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une charge supplémentaire, année après année, qui va nous réduire notre capacité d'investissement, année après année. Nous, on n'a pas intérêt à avoir trop de déficit, d'où on a intérêt à faire un maximum d'économies, d'où malheureusement on a un intérêt encore et une obligation encore pour avoir les économies pour pouvoir passer l'investissement et pour pouvoir continuer à investir, on a intérêt, eh bien, à continuer le financement du transport. Je vous rappelle que l'on n'est pas fier, et moi j'en suis pas fier, mais cette Assemblée, il y a quelques années, a voté parce que le transport était déficitaire, le fait de faire payer les personnes âgées qui avaient le transport gratuit. Je vous le rappelle. Et qu'aujourd'hui... Hein ? Oui, sous des conditions de revenus, mais on a franchi un cap qui était dans l'autre sens par nécessité. Dernier point, on prélève quand même sur des entreprises qui aujourd'hui ne vont pas très bien non plus. Bien, allez, la conclusion là-dessus. Pas d'autres remarques, c'est bon? Donc, non, Monsieur Miguel, on n'élude pas. Je vois bien, je vous m'interpellez de temps en temps sur les réseaux sociaux. L'avantage, quand vous m'interpellez sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est entre nous, parce qu'il doit y avoir 300 personnes qui le voient. Donc, 50 militants du Parti Socialiste, 40 des Républicains, et le reste qui ne sait plus. Donc, en fait, ça vous intéresse, vous et moi, quoi. Mais on n'élude pas le sujet. C'est pas ça. Donc, moi, j'ai bien entendu votre question, et je vous renvoie la balle. Je vous dis rendez-vous au Conseil communautaire de juin. Faites-moi une contre-proposition sur le budget transport qui prend en charge une gratuité au tiers, à la moitié ou totale, sans renier le BHNS sur lequel nous sommes engagés, sans renier la phase 3 sur laquelle nous sommes engagés, et sans renier la décarbonation de la flotte. Et puis vous vous rendrez compte de vous-même que ça ne passe pas. Merci. Oui. Pour un vote groupé, cette fois-ci des délibérations de 2.2 à 2.19. La 2.2 concerne la dotation de solidarité communautaire. Il vous est demandé de décider de la répartition. J'ai pas fait voter, attends. Ah, pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté? Vas-y. Ah non, c'est le DOB. C'est pour ça. Oui, d'accord. Oui. Pardon? Oui, on est obligé de faire le budget, oui. Il vous est demandé de décider la répartition de la dotation de solidarité communautaire sur la base des critères évoqués dans la délibération et de porter à 557 445 € l'enveloppe de la dotation de solidarité communautaire pour 2023. La 2.3 concerne une avance de trésorerie du budget principal au budget annexe doté d'une autonomie financière. Il vous est demandé d'autoriser le versement d'avances remboursables de trésorerie du budget principal au budget annexe dans la limite des montants mentionnés dans la délibération et de fixer la durée de ces avances à 12 mois maximum. Ça, c'est des facilités, en fait, interbudget. Ensuite, les délibérations qui suivent concernent des décisions modificatives auxquelles vous êtes bien habitués, donc vous avez le détail. La 2.4, la 2.5 concerne l'assainissement, la 2.6 concerne le budget annexe de l'eau, la 2.7, le centre de recyclage. Ensuite, nous passons aux autorisations de programme et de crédits de paiement. Il vous est demandé de modifier les autorisations de programme et crédits de paiement, d'annuler le reliquat d'autorisation de programme et de clôturer l'autorisation de programme telle qu'indiquée dans la délibération. Enfin, mes chers collègues, si vous en étiez d'accord, les délibérations qui suivent concernent des garanties d'emprunt auxquelles vous êtes bien habitués puisque j'en rapporte à chaque conseil communautaire. Si vous le souhaitez, je peux évidemment vous en donner lecture intégrale, mais je pensais pouvoir vous en dispenser. Mais si je fais face à une unanimité, je me plierai volontiers, sans écouter mon collègue de gauche, qui d'ailleurs ne l'est pas. Est-ce que ça vous va? Ou est-ce que vous voulez que je donne la lecture intégrale? Non?
Je vous remercie, je suis à votre disposition, bien sûr. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Bernard? Pascal a été d'une efficacité redoutable. Pascal, il a fait vote groupé. Donc, délibération Solidarité Maroc. Donc, il vous est demandé d'approuver le versement d'une subvention de 10 000 € au Fonds de solidarité de Cité Unie de France. Est-il des questions? Des oppositions? Les abstentions? Adopté. Modification du règlement intérieur du Conseil communautaire. Bernard? Donc, il vous est demandé d'approuver les nouvelles dénominations de la Commission Urbanisme et Habitat, Renouvellement urbain et aménagement d'espaces communautaires, ainsi que la Commission Environnement durable, Gestion du cycle de l'eau, Propreté et gestion des déchets. Donc, il y avait un déséquilibre dans les contenus, les durées des commissions. D'approuver la modification de l'article 4 du règlement intérieur du Conseil communautaire de Limoges Métropole, et de prendre acte de la mise en conformité des articles 15, 23 et 24, et donc d'approuver le nouveau règlement intérieur issu de ces modifications du Conseil communautaire, et ces changements prendront effet à compter du 1er janvier 2024. Y a-t-il des questions? Donne les noms peut-être de la modification des commissions. Tu l'as pas, ça? Non, je ne sais pas. Alors, on les a vus en commission. Il vous est proposé d'approuver la composition des commissions thématiques de Limoges Métropole telles que figurant dans le tableau qui vous a été transmis et de désigner notamment en tant que membre supplémentaire de la commission environnement durable, gestion du cycle de l'eau et propreté et gestion des déchets, Madame Terque, Madame Mézy, Madame Leblanc, Monsieur Ochobi, Monsieur Kubert-Tafon et Madame Ildirim. Y a-t-il une demande de vote à bulletin secret pour désigner ces personnes? Qui est contre? Qui s'abstient? Félicitations. Développement économique. Oui. C'est pas partout comme ça. Il a 3.3 modifications des commissions thématiques. Il vous est donc demandé d'approuver la composition des commissions thématiques de Limoges Métropole telles que figurant dans les tableaux. Donc... Ah, voilà. Alors, je m'étais arrêté à la 3.2. Moi, j'étais... Ouais, je vais la refaire. D'Aveco... Non, cette délibération est reportée au Conseil communautaire de décembre. Donc, c'est Émile Roger qui prend la suite. Très bien. Monsieur le maire de Limoges, les délibérations économiques. Bon, le vice-président d'Aveco va vous lire le 4.2 plan d'action 2023 pour ODIS. Il vous est demandé donc d'approuver le soutien de Limoges Métropole à ODIS pour 2023 à hauteur de 10 000. On va essayer d'adapter le dispositif d'aide à la transformation numérique de Limoges Métropole, d'approuver l'évolution du règlement afférent à ce dispositif en prenant désormais compte de la possibilité pour les entreprises ayant déjà bénéficié de l'aide de déposer une nouvelle demande. La première aide, c'est lié à l'informatisation et la deuxième, c'est lié à la sécurité informatique. Avec Gilles, on fait du bon boulot et l'équipe qui s'en occupe au niveau de l'administration est remarquable. Soutien 2023 de Limoges de Métropole aux structures d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, soutien de 10 000 € France Active Nouvelle-Aquitaine, Initiative Haute-Vienne, 6 970 pour le réseau Entreprendre, 15 000 pour BGE, 5 000 pour l'incubateur pour entreprises innovantes en Nouvelle-Aquitaine et 2 500 pour l'ADI, soit une enveloppe globale de 49 470 €. Il vous est également demandé d'autoriser le président à signer les conventions à intervenir avec ces structures. Y a-t-il des questions? Des oppositions, des abstentions? Adoptées. Pour Esther, rénovation de la coupole, il vous est demandé de prendre acte de cette opération de rénovation pour un montant global prévisionnel de 20 millions € hors taxes opéré dans le cadre
d'un marché global de performance et d'autoriser le président à solliciter l'obtention de subventions auprès d'éventuels partenaires financiers et à signer toutes les conventions à intervenir avec eux, la région ayant mis 2,5 millions. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci. Pascal Robert, opération concédée à la Société d'équipement du Limousin. Oui, délibération 5.2, il vous est demandé d'approuver le compte rendu financier du parc de la Technopole Esther pour l'année 2022. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adoptées. Pascal, toujours. 5.3 concerne une opération concédée à la Société d'équipement du Limousin sur le parc d'Esther, note de conjoncture 2023. Il vous est demandé d'approuver la note de conjoncture relative à l'opération ZAC du parc Esther pour 2023 et d'approuver le bilan prévisionnel de l'opération complété par le prévisionnel de trésorerie. Oui. Merci. Gaston Chassin, sur le soutien 2023 des Limoges Métropole aux structures d'accompagnement à la création d'entreprises, il faut te déporter du vote. Hein? De même, les administrateurs concernant les délibérations 5.2 et 5.3 sur la CELI se déportent intégralement, c'est-à-dire messieurs Lomberti, Doucet, Mme Moguin-Sicard, M. Chassin, Mme Rabeteau, M. Léoni, Mme Riffaut, M. Teillier, M. Gelby, M. Virouleau, M. Giraudy et moi-même. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Lancement d'une démarche de concession d'aménagement sur le parc d'Esther. Oui. Pascal? Il vous est demandé d'approuver le lancement de cette démarche pour l'aménagement de la zone d'Esther, d'autoriser le président à lancer la procédure de mise en concurrence afin de désigner un concessionnaire pour l'aménagement de cette zone, de désigner 5 élus communautaires comme membres de la commission ad hoc, chargés d'émettre un avis sur les offres reçues préalablement à l'engagement des négociations, ainsi que la personne habilitée à engager les discussions avec les candidats et à signer la convention d'aménagement. Les noms qui pourraient vous être proposés pour siéger dans cette instance, ce seraient M. Larcher, Lage-Damon, Janicot, Bourrion et M. Robert en qualité de personne habilitée à engager les discussions avec les candidats et à signer la convention d'aménagement. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Merci. Ils sont donc élus. Parc Esther Technopole, cession d'une parcelle de terrain à la société ITNI ou toute autre personne physique ou morale si substituant. Monsieur le maire de Limoges. Société pour l'acquisition d'un foncier de 7000 m² environ et de donner un avis favorable à cette vente, moyennant le prix de 28 € hors taxe le mètre carré, soit 196 000 € hors taxe. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adoptées. Merci. Gestion des zones d'activité, monsieur le maire de Fétia. 6.1, inventaire des zones d'activité économique. Il vous est demandé de prendre acte de la réalisation de cet inventaire et du déroulement de la consultation, conformément aux dispositions de la loi Climat et Résilience, et d'autoriser le président à signer la convention de partage de données afférentes entre Limoges Métropole, la CCI de la Haute-Vienne et la direction départementale des territoires de la Haute-Vienne. 6.2, parc d'activité de Maison Rouge, à Bonac-la-Côte, cession d'une parcelle de terrain au profit de la SCI 3L Investimo ou toute autre personne morale ou physique s'y substituant pour le compte de la société FCSB. Il vous est demandé d'accepter l'offre de cette société pour l'acquisition d'un foncier de 4 826 m² environ et de donner un avis favorable à cette vente moyennant le prix de 15 € hors taxe le mètre carré, soit 72 390 € hors taxe. Et enfin la 7.1, dérogation au repos dominical pour les commerces de détail de Boisseuil, Couzex, Fétia, Limoges, Panazol et Le Vigin pour l'année 2024. Il vous est demandé de donner un avis favorable à cette dérogation dans les commerces de détail des communes concernées les dimanches 1er et 8 décembre 2024. Merci. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Promotion du tourisme, Madame Rosette. Ça marche. Ok. Approbation du rapport d'activité 2022 de la société publique locale SPL Terre de Limousin. Limoges Métropole étant actionnaire et conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et du règlement intérieur de la SPL,
Il vous est demandé de prendre acte du rapport d'activité de la SPL Terre de Limousin pour l'activité 2022. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Adopté, merci. Grands équipements, Monsieur Doucet. Pardon, donc les grands équipements, donc le vélodrome communautaire, donc la mise à jour de la convention d'occupation du domaine public non constitutif de droit réel relatif aux locaux du gymnase municipal de Monac-la-Côte. Il vous est demandé d'approuver la conclusion d'une nouvelle convention d'occupation des locaux connexes au gymnase municipal de Monac-la-Côte et d'autoriser le président à la signer de matière concomitante avec notre ami Claude Bruno, maire de Monac. La 9.2 concerne le centre... C'est un vote groupé, là, non? Chacun vote. Centre aquatique, donc la prise en charge des créneaux par Limoges Métropole pour le collège Anatole France, situé en quartier prioritaire pour l'année scolaire 2023-24. Il vous est demandé d'approuver le principe de la prise en charge par Limoges Métropole, comme l'an passé, de l'accès à l'aquapolis pour ce collège pour l'année scolaire 2023-2024 et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Concernant la 9.3, il s'agit de la communication relative au rapport d'activité 2022 dans le cadre des concessions de services publics de l'aquapolis et du Zénith de Limoges Métropole. Il vous est demandé de prendre acte des rapports des concessionnaires et de services publics précités pour l'année 2022. Y a-t-il des questions? Des oppositions, des abstentions? Adopté, merci Fabien. Numérique, Monsieur Toulza. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Le financement de la chaire d'excellence en cybersécurité, c'est assez laconique, et ça a procédé d'un long travail précédemment. Il vous est demandé d'approuver le financement de cette chaire d'excellence à hauteur de 400 000 € par la communauté urbaine, qui seront versés par tranche de 100 000 € annuellement à la Fondation partenariale de l'université et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Merci. Des questions? Oui, Monsieur le Président, je pense qu'on va faire... Moi, je me déporte sur cette délibération. D'accord. Et Monsieur Rigou, ainsi que Vincent. Okay. Merci Gilles. Je vous en prie. C'est une belle délibération. J'espère que le monde universitaire en est conscient. Le monde universitaire en est conscient, cher Président. Des oppositions, des abstentions, adoptées. Merci. Merci. Pardon. Vas-y. Oui, je compte. Pour l'aide au développement des technologies de l'information, les TIC à caractère éducatif, le versement d'un fonds de concours à la commune de Périllac. Il vous est donc demandé, comme vous le faites souvent, de donner votre accord au versement de ce fonds de concours de 2 957,50 € à la commune de Périllac et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci pour Monsieur Compin. Enseignement supérieur, Monsieur Talamy. Donc, désignation d'un représentant de Limoges Métropole au sein de l'Université de Limoges et de ses composantes. Il vous est demandé de désigner un représentant de Limoges Métropole pour siéger au sein de ces différentes instances de l'université. La candidature qui vous est proposée, c'est celle de Monsieur Toulza. Pas d'opposition. Oui, bien sûr, également. Bien sûr. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté, merci. Bravo Gilles. Politique contractuelle et fonds européens, Monsieur Jolby. Oui, il vous est demandé de donner votre accord sur le contenu de la liste des opérations programmées pour l'année 2022 à déposer auprès du département de la Haute-Vienne et d'autoriser le président à solliciter la participation financière de ce dernier sur la base de cette programmation. Des questions? Des oppositions? Oui. Si vous permettez, j'aurai une intervention juste après. D'accord. Des oppositions, des abstentions? Adopté, merci. Vous avez la parole, Monsieur Jolby. Oui, c'est juste une information. C'est pour vous dire qu'après plus de 2 ans de travail, nous allons enfin installer le GAL qui est en charge de la sélection des dossiers pour le volet territorial des fonds européens. C'est la semaine prochaine. On est 6 élus conviés de la ville, bien sûr présidés par les 2 présidents de la communauté urbaine de Limoges et de Élan.
Et le premier comité de sélection aura lieu début décembre, je crois que c'est le 12 décembre de mémoire, où nous pourrons enfin sélectionner les premiers dossiers. Tout ça a été très très long, mais ça y est, c'est parti, c'est pour la partie territoriale de cette enveloppe des fonds européens. Merci. Merci de ces informations. Propreté urbaine, Madame Gentil. Alors, il vous est demandé d'approuver le principe d'une collaboration avec l'éco-organisme Citeo pour la lutte contre les déchets abandonnés et d'autoriser le président à signer la convention de groupement avec les communes ainsi que la convention type de Citeo. Des questions, des oppositions? Oui, Jean-Yves. Alors, je souhaitais prendre la parole au sujet de cette convention qui a suscité des interrogations au sein de mon conseil municipal. Mon conseil municipal s'est réuni lundi 20 novembre. Et donc on a échangé. J'ai la chance d'avoir des élus qui étudient les dossiers. Et donc un en particulier qui nous a fait des remarques que je vais vous donner. S'agissant de la convention, il a été noté un manque de clarté sur les modalités de désistement. La Convention limite la possibilité pour les membres de se désengager avant la complète exécution sans prévoir de motif légitime pour un retrait. Une clause spécifique autorisant le désistement sous certaines conditions devrait être intégrée dans cette Convention. À l'absence de durée précise de validité, on n'a pas de durée indiquée clairement dans la Convention. Il n'y a pas de nombre d'années d'engagement. Donc, j'en ai échangé aussi également avec Sarah. J'avais envoyé un courrier à Sarah à ce sujet cette semaine. La mention selon laquelle les membres ne peuvent se désengager individuellement semble en contradiction avec la clause qui stipule la dissolution automatique du groupement par le mandataire si le nombre de membres passe à 2. Voilà, il y a un certain nombre de choses, je pense, qui pourraient être traité soit par la mise en place d'un avenant à cette convention et qui permettrait peut-être de clarifier un peu mieux les choses. Voilà, donc pour ma part, je m'abstiendrai pour cette convention. Madame Gentil. Oui, alors sur la première interrogation sur la durée, bon, c'est une durée de 6 ans, donc il n'y a pas de sortie prévue. Alors peut-être qu'il faut, je ne sais pas, qu'on discute ensemble, peut-être que ça n'a pas été vu de ton côté, mais bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est 6 ans. Autre remarque, Citeo, parce qu'on a échangé, il y avait plusieurs points. Citeo, c'est pour rappeler à tout le monde, c'est l'ex-éco-emballage, pour ceux qui connaissent, depuis 1992. Donc c'est un éco-organisme qui est agréé par les pouvoirs publics, auprès desquels la grande majorité des producteurs de déchets contribuent. Et avec ces contributions, ils nous reversent une part sous forme de soutien. Et là, c'est bel et bien le cas, puisque on devrait avoir, si on est 20 à signer, une enveloppe de 750 000 € répartie suivant des critères qui ont été validés par Citeo et le ministère de la transition écologique. Donc, on n'a aucune possibilité de changer ce contrat, puisqu'il est fait, il est discuté au sein des assemblées telles que l'AMF, Amorce et l'ADCF. Donc voilà, c'est un peu compliqué de leur dire est-ce qu'on peut changer, mais je pense qu'il y a une incompréhension et qu'il n'y a pas du tout de loup sous cette convention. Le but étant de recevoir des subventions pour Limoges Métropole et chacune des communes. Merci Sarah. Ok, je le mets aux voix. Et si je peux faire un petit rappel, oui, peut-être, quand même, Citeo, j'ai demandé au service de me ressortir les chiffres. C'est une recette de 2,5 à 3 millions d'euros par an pour Limoges Métropole. Un exemple, on a eu une subvention pour le centre de recyclage en 2020 de 700 000 €. On a aussi, pour le tri hors foyer, on a eu 35 000 €. Voilà, et puis là, on a les 750 000 € sur la durée de 6 ans. Et juste rappeler qu'on a été un peu vite sur cette délibération, parce que si l'on signait tous avant
la fin de l'année, on gagnait une année, c'est-à-dire une fois 750 000 euros pour nous tous. Merci. Des questions, des oppositions, des abstentions? Donc Jean-Yves, une abstention. Ok, pas d'autres abstentions? Merci. Cycle de l'eau, il arrive, Philippe? Oui. Monsieur Génicot. Bonsoir à toutes et tous. Donc, délibération 15.1, renouvellement de la convention de mise à disposition de services avec le CITEPOL. Il vous est demandé de donner votre accord aux dispositions envisagées d'autoriser le président à signer la convention de mise à disposition de services avec le CITEPOL et la communauté de communes Porte-Océane du Limousin. Oui. Il en manque une pour Sarah, il me semblait, moi. Bon, c'est pas... on va reprendre. Sur le CITEPOL, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Madame Gentil, vous reprenez. On a oublié une délibération de votre... Oui, très court. Il vous est demandé d'approuver la mise en place d'une nouvelle filière REP et le principe d'une collaboration pour la reprise des déchets issus des produits et matériaux de construction du bâtiment avec les éco-organismes agréés, donc même principe que Citeo, mais ce sera d'autres éco-organismes, et d'autoriser le président à signer le contrat associé. Merci. Des questions? Des oppositions? Adopté. Monsieur Talamy, logement social. Donc, approbation de la participation financière de Limoges Métropole à la réalisation de logements sociaux par Limoges Habitat, la réforme à Limoges. Donc, c'est dans le cadre de la reconstitution de l'offre démolie au titre du NPRU et dans le cadre de l'opération revitalisation du territoire. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 241 000 € pour ce projet, conformément au règlement d'intervention financière en vigueur et à la convention NPNRU, ainsi que le versement d'une aide exceptionnelle au titre de l'ORT de 470 000 € pour le financement de travaux complémentaires et d'autoriser le président à signer la convention de financement afférente avec Limoges Habitat. Des questions? Oui, Madame Riffaut. Vous voulez porter? Des questions? Des abstentions? Adopté, merci. Bernard? Toujours d'approbation de la participation financière de Limoges Métropole à la réalisation de logements sociaux en acquisition-amélioration par Limoges Habitat à l'ancien EHPAD du Puy-Martin au Palais sur Vienne. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 1 million € pour ce projet, conformément au règlement d'intervention financière en vigueur et à la convention NPNRU, ainsi que le versement d'une aide exceptionnelle au titre de l'ORT de 170 000 € pour le financement de travaux complémentaires liés au traitement de l'amiante et d'autoriser le président à signer la convention de financement afférente avec Limoges Habitat. Y a-t-il? Oui, bien sûr. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci. Madame Riffaut, c'est à vous. 16.3, approbation de la participation financière de Limoges Métropole à la réalisation de logements sociaux par Noalis à Couzex, rue du Moulin Rabot. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 98 000 € pour ce projet et d'autoriser le président à signer la convention de financement afférente avec Noalis. 16.4, approbation de la participation financière de Limoges Métropole à la réalisation de logements sociaux par Noalis, toujours à Riac-Rancon, 27 avenue de la Libération. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 47 500 € pour ce projet et d'autoriser le président à signer la convention de financement afférente avec Noalis. 17.1, approbation de la candidature à l'appel à manifestation d'intérêt 2024 de déploiement d'une plateforme territoriale à la rénovation énergétique. Il vous est demandé d'approuver la candidature de Limoges Métropole à cet AMI et d'autoriser le président à signer tout document afférent pour la poursuite de la labellisation plateforme territoriale de la rénovation énergétique. 17.2, approbation des conventions de financement des aides locales complémentaires d'amélioration de l'habitat privé. Conformément au règlement d'intervention financière adopté par le Conseil communautaire en date du 29 juin 2023, il vous est demandé d'approuver les modèles de convention type de financement relatifs aux 3 dispositifs d'aide complémentaire concernant les primes, accession dans l'ancien,
fusion des logements et aide à destination des copropriétés, et d'autoriser le président à signer avec les bénéficiaires les conventions de subventionnement sur la base des conventions type. Je continue. Amélioration du cadre de vie. Alors 18.1, approbation de l'avenant numéro 2 à la Convention d'opération de revitalisation du territoire, ORT, et du programme Action Cœur de Ville, ACV de Limoges, afin de poursuivre la démarche précédemment engagée et de prolonger le programme pour la période 2023-2026. Il vous est demandé d'autoriser le président à signer cet avenant numéro 2. Merci Madame Riffaut. Y a-t-il des questions ? Des oppositions, des abstentions, adopté, merci. Amélioration du cadre de vie. Ah non, tout à fait. Doivent se déporter du vote des délibérations 16.1 et 16.2 concernant Limoges Habitat. Madame Oglia-Sicard, Monsieur Bonnet, Madame Boucher, Madame Gentil, Monsieur Lage-Damont et Madame Riffaut. Animation et coordination des dispositifs d'insertion, convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre Limoges Métropole et la mission locale de l'agglomération de Limoges. Pascal ? Oui, il y a 19.1. Il vous est demandé d'approuver la poursuite du partenariat avec la mission locale et le versement d'une subvention annuelle d'un montant de 278 301 € pour la période 2023-2025 et d'autoriser le président à signer la convention précitée. Y a-t-il des questions ? Des oppositions, des abstentions ? Adopté. Merci Pascal. Madame Riffaut. Alors 19.2, soutien à l'association Unicité pour le recrutement et l'accompagnement de jeunes en service civique. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 35 000 € maximum à l'association Unicité pour l'objet précité et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Des questions ? Des oppositions, des abstentions, adoptées. Merci Madame Riffaut. Aménagement de l'espace et accessibilité, Monsieur Génicot. Monsieur le Président, donc aménagement de l'espace, accessibilité, vote groupé des délibérations 20.1 à 20.5. 20.1, convention cadre de partenariat entre Limoges Métropole et le PFNA. Il vous est demandé d'approuver les termes de la nouvelle convention cadre unique établissant ce partenariat pour la période 2023-2028 et d'autoriser le président à la signer. 20.2, avenant numéro 1 à la convention opérationnelle entre l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine et la belle commune de Boisseuil et Limoges Métropole. Il vous est demandé d'autoriser le président à signer cet avenant numéro 1, de retirer la délégation de droit de préemption urbain précédemment consentie à la commune sur le nouveau périmètre de réalisation défini par le dit avenant, de déléguer ce droit à l'EPFNA sur ce périmètre de réalisation et de lui retirer sur le périmètre de veille, de déléguer au président l'exercice de ce droit sur le périmètre de veille, ainsi que la faculté de déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'alignation d'un bien inclus dans le périmètre de veille, soit à l'EPFNA, soit au maire de la commune. Vous avez bien suivi ce que je viens de dire. 20.3, approbation de l'avenant 2 à la convention opérationnelle numéro 87-20-042 d'action foncière entre le PFNA, Limoges Métropole et la moins belle commune de Riac-Rancon. Il vous est demandé d'approuver l'intégration de nouveaux périmètres de réalisation à cette convention opérationnelle, d'approuver l'augmentation de l'engagement financier maximal prévu à hauteur de 1 million € hors taxe, ainsi que l'avenant numéro 2 à cette convention et d'autoriser le président à le signer. 20.4, le CIEPAL, donc syndicat intercommunal d'études et de programmation de l'agglomération de Limoges, le rapport d'activité 2022. Donc il vous est demandé de prendre acte de ce rapport d'activité établi par le CIEPAL et relatif à l'exercice 2022. La 20.5, communication concernant le rapport annuel 2022 de la commission intercommunale pour l'accessibilité. Donc il vous est demandé de prendre acte de l'examen du rapport de cette commission pour l'année 2022. Merci Philippe. Y a-t-il des questions ? Des oppositions ? Oui, Monsieur Bourrion. Allumez votre micro, Monsieur Bourrion, s'il vous plaît. J'ai juste une question de principe, de légalité à propos de la délibération 20.2. J'ai un gros doute sur le fait que la délégation du président du droit de préemption puisse se faire soit à l'un, soit à l'autre. Le code de l'urbanisme prévoit normalement qu'on doit expliciter à qui on délègue le droit de préemption.
Et ça m'interpelle de voir le terme soit à l'EPFNA, soit à la commune. Quelqu'un peut éclairer M. Bourrion dans les services, là, pourquoi cette rédaction? Allô? Oui, c'est assez classique, hein, parce que c'est pour l'EPF spécifiquement, on vérifiera, mais normalement, comme l'EPF se substitue pour le compte d'une commune ou de Limoges Métropole, il peut aussi en bénéficier, mais on vérifiera. Je ne mets pas en cause le fait que le PFNA puisse bénéficier de droits de préemption. Je dis simplement que je suis interpellé par la rédaction de la délibération qui dit soit à l'un, soit à l'autre. Pour moi, le code de l'urbanisme dit qu'on doit choisir. Oui, mais ça ne sera pas les mêmes emplacements réservés. Ça ne sera pas forcément sur la même zone. Mais c'est pas clair. Ok, bon, on vous confirmera. Bon, écoutez, M. Bourrion, on verra si elle passe. J'entends, on prend la remarque. On va essayer de la passer comme ça. Si il y a un doute au contrôle de légalité, ils nous le diront et on la reformulera. Y a-t-il d'autres questions? Des oppositions, des abstentions adoptées? Merci. PLUI et urbanisme, M. Janicot, toujours. Oui, il faut grouper les délibérations 21.1 à 21.6. La première concernant la prescription de la modification numéro 8 du PLU d'Oreille, reclassement d'une zone à urbaniser à long terme 2 AU en zone à urbaniser à court terme 1 AU. Reclassement de 2 zones 1 AU en zone 2 AU et zone agricole à création d'une orientation d'aménagement et de programmation et phasage des ouvertures à l'urbanisation. Il vous est donc demandé de procéder au retrait de la délibération numéro 13.3 du Conseil communautaire du 2 décembre 2021 et de prescrire la nouvelle modification numéro 8 du PLU d'Oreille. Délibération 21.2, la délibération complémentaire à la délibération numéro 15.3 du Conseil communautaire du 1er octobre 2021, définition d'un échéancier d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser sur la commune de Limoges. Il vous est demandé d'approuver la modification de la délibération 15.3 du 1er octobre 2021 en ce qu'elle intègre un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondants à chacune d'elles dans le cadre de la création d'une orientation d'aménagement et de programmation sur le secteur avenue de Landouge et rue Jean de Vienne. 21.3, modification numéro 4 du PLU de Limoges. Avis conforme favorable de l'autorité environnementale relatif à la décision de ne pas soumettre la procédure à évaluation environnementale, mais à un examen au cas par cas ad hoc. Suite à l'avis rendu par l'autorité environnementale, il vous est demandé de ne pas soumettre cette modification numéro 4 à évaluation environnementale. 21.4, modification simplifiée numéro 2 du PLU de Limoges, avis conforme favorable de l'autorité environnementale relatif à la décision de ne pas soumettre à la procédure à évaluation environnementale, mais un examen au cas par cas ad hoc. Suite à l'avis rendu par l'autorité environnementale, il vous est demandé de ne pas soumettre cette modification simplifiée numéro 2 à évaluation environnementale. 21.5, modification numéro 1 du PLU du Palais-sur-Vienne. Avis conforme favorable de l'autorité environnementale relatif à la décision de ne pas soumettre la procédure à évaluation environnementale, mais à un examen au cas par cas ad hoc. Suite à l'avis rendu par l'autorité environnementale, il vous est demandé de ne pas soumettre cette modification numéro 1 à évaluation environnementale. 21.6, projet de valorisation du site du Madelage sur la commune de Couzex. Il vous est demandé d'approuver les éléments précisés dans la délibération, notamment le coût prévisionnel de l'aménagement et d'autoriser le président à prendre toutes les décisions nécessaires pour engager ce projet. Merci Philippe. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Affaires foncières, dans la mesure où Jacques Roux est absent, c'est Bernard Talamy qui va vous rapporter de délibération. Donc 22.1, acquisition d'une parcelle sise au lieu-dit bas les Curasses à Boisseuil. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition de cette parcelle de terrain moyennant le prix de 30 000 €. 22.2, acquisition de 2 parcelles de terrain situées à Riac-Rancon, lieu-dit du Jeuneste, propriété de Madame Lacour. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition de ces parcelles de terrain moyennant le prix de 2 350 €. 22.3, acquisition de 4 parcelles de terrain situées à Auray, propriété de la commune. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition de ces parcelles de terrain moyennant le prix de 4 500
euros, je me déporterai. 22.4, acquisition d'une parcelle de terrain 654 avenue de Limoges à Poulouza, à Condat-sur-Vienne, propriété de la Société d'équipement du Limousin. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition de cette parcelle de terrain à l'euro symbolique. La 22.5, acquisition d'une emprise de parcelle située à Limoges, 57 avenue Montjoly. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition de cette emprise moyennant le prix de 8 200 euros. 22.6, acquisition d'une emprise de terrain située à Limoges, rue Jean Fredon, propriété de M. Patrice Vallée. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition de cette parcelle de terrain à titre gratuit. 22.7, acquisition d'une emprise de parcelle située à Limoges, impasse de Saint-Exupéry. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition de cette parcelle de terrain à l'euro symbolique. 22.8, constitution d'une servitude au profit de Limoges Métropole par la copropriété Léo de Belair, 6 à Limoges. Il vous est demandé d'autoriser la constitution, à titre gratuit, d'un droit de passage et d'aqueduc sur la parcelle concernée au profit de Limoges Métropole. Et enfin, la 22.9, délégation du droit de préemption urbain, retrait d'une partie de la délégation accordée à la commune de Riac-Rancon et délégation à l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. Il vous est demandé de retirer la délégation de ce droit précédemment consenti à la commune, uniquement pour les parcelles précisées dans la délibération, et de les déléguer à l'EPFNA sur ce même périmètre. Merci Bernard. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Développement durable, Madame Rabeteau. Rapport développement durable 2022. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, il vous est demandé de prendre acte du rapport de développement durable 2022 de Limoges Métropole, qui s'articule autour de 5 principales ambitions portées par Limoges Métropole: la lutte contre le changement climatique, le développement d'une offre alimentaire locale, la réduction des déchets, la solidarité et la préservation de son patrimoine naturel. Pas de questions, pas d'opposition. Adopté, merci. Réseau de chaleur et de froid, Monsieur Garestier. Périmètre de développement prioritaire du réseau de chaleur de Beaubreuil. Il vous est demandé de prendre acte du classement de ce réseau de chaleur et de donner votre accord pour la mise en place du périmètre susmentionné, respectant la carte et les seuils de puissance proposés. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Abattoir, versement d'une aide exceptionnelle. Afin de faire face aux difficultés que connaît l'abattoir de Limoges Métropole et pour lui permettre notamment de supporter les charges induites pour le rétablissement de la continuité de service, il vous est demandé d'approuver le versement par Limoges Métropole d'une dotation de 110 000 € à l'abattoir de Limoges Métropole. Ils doivent se déporter de ce vote Messieurs Talamy, Chassin, Janicot, Bienvenu, Virouleau, Poisson et Monsieur Cubertafon. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, je vous remercie. Nous arrivons en fin de séance. Une petite précision. De nouvelles fonctions seront prochainement confiées à M. Philippe Bernard Raymond en lien direct avec le directeur général. Donc M. Philippe Bernard Raymond va quitter son poste de DGA. Je vous donne la date de nos prochains travaux qui auront lieu le 14 décembre à 18 h pour le bureau communautaire, toujours ici, et le 21 décembre dans l'esprit de Noël à 18 h pour le Conseil. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Il y a un pot, bien sûr, comme après chaque Conseil.